Le nombre de sages-femmes par shift est impressionnant par rapport à la France. C'est-à-dire que pour 16 lits, on était 4 sages-femmes le matin et 3 l'après-midi. En France, pour 16 lits, j'étais toute seule sur 12 heures. Oh punaise. Bon, tu peux voir que c'est un sujet on est engaged, quoi. Bah oui, c'est bien, mais c'est bien. J'avais peur de me dire, il faudra que je trouve les questions, mais c'est bien parce que c'est vous qui les posez, les questions. Oui. Non, Du coup, c'est cool. plus naturel. J'avais Ouais. rien préparé et au moins, Tant mieux. c'est spontané. Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Aujourd'hui, nous recevons une personne dont la profession nous intéresse énormément parce qu'on a toujours tendance à comparer un peu comment ça se passe en France, comment ça se passe en Norvège. Donc je ne vous en dis pas plus. Bienvenue chez nous. Bonjour, je m'appelle Amandine, je suis sage-femme. J'ai travaillé en France et après j'ai déménagé en Norvège. Donc je suis sage-femme depuis 16 ans et je suis en Norvège depuis 12 ans. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un culture choc que tu as ressenti quand tu es arrivée en Norvège, le truc qui t'a le plus marqué à ton arrivée? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marquée sur le plan culturel, la langue. Au début, quand je suis arrivée en Norvège, j'ai pas travaillé tout de suite parce qu'il a fallu apprendre le norvégien. Donc au début, ça a été une intégration personnelle et culturelle avant de faire une intégration professionnelle puisque j'ai travaillé en France en tant que sage-femme et maintenant je travaille en Norvège en tant que sage-femme. Donc le choc a été sur les modes de vie plus relaxant, moins stressant, un quotidien assez apaisant. Ouais. Sur le plan personnel, avant de découvrir cette même différence sur le plan professionnel aussi. Et tu viens d'où à la base en France? Alors, j'ai grandi en Normandie, où j'ai fait mes études de sage-femme. Okay. Et comme il n'y avait pas de travail à la fin de mes études, j'ai travaillé à Paris pendant 4 ans. Et d'ailleurs, avant de rentrer peut-être dans le détail des différences, comment ça se passe en France et en Norvège, est-ce qu'on commencerait pas un peu par les études en France de sage-femme, Ouais. que tu nous expliques comment ça se passe? Alors, les études de sage-femme en France, c'est d'abord une année en faculté de médecine. Si c'est toujours actuel, en tout cas, c'était le cas à mon époque. Donc, une année commune médecine, dentaire, kiné, sage-femme. Donc, moi, j'ai eu sage-femme. Et ensuite, 4 ans d'école de sage-femme. Maintenant, c'est passé à une année de plus d'école D'accord. de sage-femme, puisque maintenant, ça intègre la gynécologie. Et je peux vous parler aussi des études en Norvège. En Norvège, il faut d'abord passer un diplôme d'infirmière, une école d'infirmière pendant 3 ans, exercer son métier d'infirmière pendant 1 an et ensuite demander à faire des études de sage-femme pendant 2 ans. Ça me pose la question, est-ce que par exemple, donc en Norvège, pour expliquer un peu, il y a le système des stations de santé, des helsestasjon, Exactement. et on n'a pas vraiment c'est rare qu'on voit le pédiatre, on interagit beaucoup avec les helsesøster Oui. qui, je crois, est-ce qu'elles ont un diplôme d'infirmière? Elles ont un diplôme d'infirmière et elles ont fait des études supplémentaires de 1 an et demi pour être helsesøster. Et est-ce que tu as parfois le cas de helsesøster qui deviennent aussi sage-femme ou pas Il faut forcément? refaire les études du coup. D'accord. Ce ok. sont 2 études différentes D'accord. à la suite des études d'infirmière. Donc tu fais tes études, tu commences à exercer Exactement. à Paris? Oui, Ouais. en tant que sage-femme. D'accord, dans une maternité? Dans une maternité. Et ça Ok. se passe très bien. Ça se passe bien, ouais. Au début, ça se passe très bien, sous le coup d'être contente d'exercer de façon autonome, d'avoir mon diplôme. Et puis au fur et à mesure des années, la joie baisse et les conditions de travail, vraiment, on prend la réalité en face avec les gardes de 12 heures, 50% jour, 50% nuit. Il n'y a pas de week-end, on a un week-end de libre quand ça tombe sur nos jours de repos. Il n'y a pas vraiment de vie sociale et de vie de famille. À l'époque, je n'avais pas encore d'enfants. Vraiment envisageable dans ce mode de travail. C'est très, très intense. C'est très intense, voilà. Donc au début, je suis assez jeune, je le tolère bien. Mais après, c'est plus émotionnellement, d'enchaîner les jours, les nuits. On prend des heures sup parce qu'on manque de sage-femme. Et la charge de travail est assez intense. En tant que sage-femme, on se retrouve parfois tout seul ou avec une collègue la nuit pour plusieurs salles de travail. Ouais, tu t'es retrouvée dans des situations vraiment compliquées. délicates. Et puis, comme dans le métier de sage-femme partout dans le monde, il y a aussi des situations d'urgence assez difficiles. Et moi, j'ai eu du mal à tolérer certaines situations. Donc, au bout de 4 ans, je me suis remise en question en me disant qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je dois travailler comme sage-femme ailleurs ou changer de métier. Et puis là est venue l'idée de mon mari de venir en Norvège, puisque son travail lui a proposé un poste à Oslo. Et là, j'ai dit, ça tombe bien.
Ouais. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de changer. Ouais. On va tester quelque chose de nouveau. Mais je veux continuer mon métier de sage-femme en Norvège. D'accord, donc tu es partie dans l'idée, il faut que j'arrive à travailler continuer mon ici, métier voilà. Même en Norvège. Ok, Exactement. trop bien. Ouais. Donc, gros challenge aussi. Exactement. Ouais, est-ce que oui. tu avais un peu peur à la base, Alors, notamment à cause de la langue, parce un que tu t'es petit dit peu. directement. Je parlais pas très bien anglais, donc j'ai appris l'anglais aussi en même temps. Ouais. C'était un peu nouveau, mais j'avais besoin de ce challenge pour avancer professionnellement et personnellement dans ma vie. Donc j'ai commencé par apprendre le norvégien toute seule, et après j'ai eu des cours payés par l'entreprise de mon mari. Ah, super. Parce que le but était qu'il voulait qu'on reste. Donc pour qu'on reste, il fallait que je travaille et que j'apprenne le norvégien. Donc c'était un peu on s'était mis d'accord. Et donc j'ai vraiment fait que ça pendant entre 6 et 9 mois. Quand tu es arrivée. Quand je suis arrivée, du Ouais. matin au soir, j'ai révisé mon norvégien. Chacun a ses méthodes, mais pour moi, ça a été beaucoup écouter des podcasts, regarder des séries en norvégien, sous-titré norvégien, et parler le plus possible, intégrer à des petits groupes. Et justement, norvégien. comment tu les trouvais, ces petits groupes un peu? J'ai trouvé un échange avec une jeune femme qui voulait apprendre le français. D'accord. Donc on se voyait une fois par semaine, on faisait des échanges linguistiques. C'était Ouais. très intéressant. Et dès que je pouvais, je pratiquais le norvégien. C'est super. Donc Ouais, souvent, puis il y a aussi les Sprock Café. Bah, c'est ça un peu que tu t'es un petit peu organisé ça, en j'avais fait. trouvé une personne, on avait fait un échange, ça a tandem. duré même 2 ans. Même quand je travaillais, on a continué, parce que même quand j'ai commencé à travailler, mon norvégien, je parlais bien norvégien, mais c'était pas encore parfait, donc j'ai continué à progresser. D'accord, t'as voilà. pu commencer à travailler, mais après Il a tu as fallu quand même un peu été plus à approfondir l'aise, bien sûr. ouais. mon norvégien. Bah, oui. attends, je te pose une question Bien justement sûr. parce que j'ai repris mes cours de norvégien. Ça fait 1 an. Donc maintenant, j'avais fait des cours un peu théoriques A1, A2. Maintenant, je suis en cours one-to-one. Oui. Et je trouve que ça fait 1 an et que ça m'aide à m'améliorer, notamment aussi parce que, comme tu dis, j'ose davantage parler norvégien, ne serait-ce qu'avec l'école, parce que Oui. pour l'instant, les filles, en tout cas, sont dans le système norvégien. Et je veux, la prochaine étape, c'est en fait parler encore davantage. Oui. Et donc, je suis en train de voir pour m'organiser mon petit tandem Oui. de langue. Tu penses que tu t'améliores via ces conversations aussi? Oui, Ouais. complètement. Hmm. Et après, j'ai pu commencer à travailler au bout d'1 an, après Ouais. notre arrivée en Norvège. D'accord. Et là, en rentrant dans le milieu, du coup, non seulement norvégien, mais médical, j'ai progressé aussi sur le plan du vocabulaire médical, ça que j'avais jamais réussi vraiment à apprendre Ouais. par ouais. moi-même. Donc, en fait, quand j'ai commencé à travailler, pendant 3 mois, j'étais en test, en Sprook, en stage de Sprook. Ok. Donc, j'ai pas été payée, mais j'ai pu rentrer dans l'hôpital et là, vraiment progresser, puisque tous les jours, du matin au soir, je parlais avec mes collègues norvégiennes. C'était plus à la maison avec mes podcasts et mes séries, c'était vraiment la vie vraie réelle. vie. Voilà. Ouais, la vraie vie Et là, j'ai professionnelle. progressé. Attends, ça m'intéresse beaucoup, mais j'aimerais juste revenir un peu en arrière Oui. et savoir, est-ce que tu t'es préparée spécialement quand tu étais encore en France avant de venir en Non, Norvège? j'ai pas eu le temps. On Non. est parti très D'accord, vite. ok. En 2-3 mois, on avait quitté la France. Donc tu savais même pas si c'était facile, il Non. fallait des équivalences, si Si, ça, je le savais. Dès d'accord. que dans nos études, ils nous en avaient parlé, notre diplôme de sage-femme est reconnu dans l'Europe. Ah, c'est bien. D'accord. Moi, j'avais dit à mon mari, si on quitte la France, il faut rester en Europe. Hmm. Parce que je voulais quand même exercer ce métier en Europe, le tester en dehors de la France. C'est bon à savoir ça. Oui. Ouais, hyper intéressant. Parce qu'il y a plein de métiers. Mais du coup, c'est peut-être pour c'est ça pas aussi que facile. la Norvège vient, notamment dans les zones retirées, vient chercher parfois des infirmières françaises. Oui. Des infirmiers et infirmières Oui, françaises. beaucoup aussi danoises et suédoises. D'accord, ok. Oui, qui viennent en Norvège. Moi, j'ai envie de revenir Oui. rapidement, en tout cas, peut-être sur cette période de 3 mois. C'est Oui. intéressant. En fait, on va dire, est-ce que tu avais pas encore d'autorité médicale, mais tu étais autorisée à... J'étais autorisée à exercer, puisque Ouais. ma demande pour être autorisée à exercer en Norvège, j'ai fait une demande. Ouais. J'ai envoyé plein de papiers et la demande a été acceptée au bout de quelques mois. C'est simplement administratif. D'accord. J'ai pas dû prouver que je parlais norvégien. J'ai pas eu besoin de ça. Ok. Simplement de montrer une preuve d'exercice en France, le diplôme et une preuve de mes études. Et après, j'ai postulé à un poste à Ullevål et on m'a reçu en entretien. Et après, elle m'a rappelé, la chef m'a dit ton norvégien est un petit peu juste pour avoir ce poste. Et je lui ai dit oui, je m'en rends compte, mais je lui ai dit est-ce que vous accepteriez de me prendre en stage? Au moins, j'accepte de ne pas être payée. Et elle m'a dit oui, on avait aussi pensé à ça. Et c'est comme ça que Génial. j'ai été Putain, prise. ça me remue, quoi, parce que je me Oui. dis, c'est un pétard de challenge, quoi. C'était Oui. fou. Et en même temps, une preuve de confiance dans les deux sens. Dans les deux sens. Ah ouais, exactement. Ouais, ça, puis c'est- je trouve ça bien qu'ils te donnent quand même l'opportunité. Alors, il y a tellement besoin de sage-femme à l'hôpital. Il faut D'accord. savoir qu'elle s'est dit aussi, si je lui donne cette chance et qu'après,
elles rentrent dans mon service, c'est une chance d'avoir une personne en plus. D'accord, il y a vraiment un besoin, quoi. Il y a un besoin, il y a un gros besoin. Il y a un grand manque de toute façon d'infirmiers aussi, de sages-femmes, d'aides-soignants. Et même pour Oslo. Même pour Oslo, Ouais, bien donc, sûr, ok, même pour ok. Oslo. Et comment ça se passe un peu tes premiers temps, même ton premier jour? Je me dis quand même Très c'est... stressant et très fatigant d'être Eh baignée dans le ouais. monde norvégien parce que c'est tout nouveau. J'ai été accueillie par une super sage-femme franco-norvégienne. Ok. Donc j'ai essayé de lui dire ne me parle pas trop français. J'ai beaucoup progressé avec elle et j'avais donc cette sage-femme en tuteur et une autre sage-femme mais qui avait un accent de Trondheim. Donc c'était peut-être pas la meilleure collègue à me mettre en tuteur, mais j'ai beaucoup évolué et après j'ai beaucoup appris sur le métier de sage-femme en Norvège, mais on pourra reparler de ça, mais il n'y a vraiment pas de grosse différence sur le métier de sage-femme en France et en Norvège, sur vraiment ce que la sage-femme fait en elle-même, plutôt sur la charge de travail est différente. Mais du coup, j'ai beaucoup appris. Et après, au bout de ces 3 mois, on m'a donné un contrat, un CDD, et après un CDI. Et, Le Graal, du coup. C'était... le Graal, c'est le CDI. devais être et trop heureuse. on pourra revenir dessus, mais le CDI, je l'ai signé enceinte de 6 mois. Oh, punaise. Ouais. Et En c'est- France, ça aurait été impossible. Et voilà. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Même si en France, j'imagine qu'on a besoin aussi de... Ce Oui, que tu disais, oui, on a oui. besoin aussi de sages-femmes et tout, mais Exactement. ça aurait posé peut-être plus problème. Plus problème pour un congé maternité plus court Plus en France. court, ouais. Exactement. Ah ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, ces 3 premiers mois se passent bien. Ouais. Tu enchaînes. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les responsabilités d'une sage-femme à la Alors maternité? là où j'étais embauchée, c'était en suite de couche, donc on dit le barschel en norvégien. Donc je suivais des mamans et des bébés dans leurs premiers jours après l'accouchement. Donc la sage-femme est là pour essentiellement en Norvège aider pour mettre en place l'allaitement, prendre la tension, surveiller les saignements, surveiller que la maman va bien et aussi on s'occupe du bébé, surveiller l'état, l'évolution du bébé. En France, la différence avec la France, c'est que c'est beaucoup plus médicalisé. On va prendre l'attention 3 fois par jour. En Norvège, on prend l'attention qu'1 fois par jour. On s'occupe très peu de l'allaitement en France. On n'en a pas le temps. Ici, il y avait vraiment beaucoup de temps à accorder au couple mère-enfant. Et j'ai trouvé ça incroyable. Est-ce que on te donne des cours sur l'allaitement Oui, on me donne des cours. Alors, bon, vu mon parcours en France, la chef savait que je m'y connaissais en accouchement, en suite de couche. Mais de toute façon, ils veulent que toutes les sages-femmes aient des cours d'allaitement. Donc, on m'a donné un livre à lire en danois que j'ai dû lire. Un autre challenge? Un autre challenge. Et après, on m'a donné une fiche de questions à remplir pour savoir si j'avais bien compris ce livre. C'est un livre sur l'allaitement. Je dois répondre à des questions. J'étais un petit peu stressée, mais on m'a dit non, c'est sans stress, t'inquiète pas, c'est juste pour discuter. Et après, on m'a vite inscrit 3-4 mois après à des cours en physique sur l'allaitement sur 4 jours. C'est bien ça, parce que je me dis, au moins, la connaissance est homogène. Parce que moi, ce que j'entends de mes amies, encore aujourd'hui, c'est que parfois, elles ont des conseils un peu contraires quand elles sont à la maternité sur l'allaitement. Et que du coup, ça peut être un peu perturbant parce qu'on te dit quelque chose, puis après, il y a quelqu'un d'autre qui vient te voir et on te dit autre chose. Et du coup, tu sais pas trop comment faire. Alors ici aussi, parce qu'on a aussi nos expériences personnelles. Je dis pas les mêmes choses quand j'ai commencé en tant que sage-femme ici, parce que c'était avant d'avoir des enfants. Et maintenant, j'ai pas le même discours. D'accord. Mais on essaye d'expliquer aux patientes qu'il faut qu'elles s'adaptent aussi à la sage-femme qu'elles rencontrent, qui a sa propre expérience. Et que tous les conseils ne sont pas mauvais, mais ils peuvent être différents. Et il faut que la maman apprenne à faire un petit peu son tri. Ouais, ce qui lui convient, ce qu'il pense qui peut convenir ou pas. Mieux, C'est intéressant. Est-ce que cette petite prévention, on va dire, vous la faites en général avant la naissance ou peut-être au début? Ça commence avant la naissance, pendant la grossesse. C'est bien, ça, par des cours pour les patientes et par... Quand on est en rendez-vous avec la patiente, on en parle aussi, en tête-à-tête. Donc ça, est-ce que ça se fait dans le suivi qu'on peut choisir de faire en helsestation avec une sage-femme? Exactement. Voilà, ok. C'est bien parce que moi, je me rappelle que pour Gisèle, malheureusement, on avait appris ce suivi qu'il fallait en fait demander avec la sage-femme, parce que sinon, c'est seulement le médecin généraliste, mais alors là, c'est très succinct. Ça n'a rien à voir, voilà. exactement. Et donc, on avait peut-être fait 1 ou 2 rendez-vous avec une sage-femme. On est arrivé super tard. Et on savait pas trop dans quoi on se lançait quand tu as voulu essayer l'allaitement, surtout un premier enfant en décembre. Et c'est vrai que les sages-femmes de Ullevål ont été au top, mais on avait pareil un peu ces conseils différents et ça a été un peu dur pour nous de processer tout ça sur une première fois. Donc c'est vrai qu'avec le recul, s'il y a maintenant un échange qui est fait en plus en amont pour en fonction de toi, les conseils, la propre histoire de chaque sage-femme, c'est bon pour les mères, je pense. Exactement, Est-ce qu'en France, il y a des conseillères en lactation? Est-ce que tu sais si ça existe ici? Ça existe, oui. Ok.
J'ai encore plein de questions qui fusent. Bien sûr. Est-ce que du coup, tu travaillais à l'hôtel des parents à Hull-les-Vols ? Exactement. Ah ouais. Oui. Trop bien. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est l'hôtel des parents pour ceux Attends, qui je vais connaissent demander pas à Amandine, c'est la mieux Oui, placée. Bah, c'est un super service de suite de couches où Ouais. les chambres sont pour un couple, le papa, la maman et le nouveau bébé. Et ils ont leur propre chambre. C'est un petit peu comme à la maison avec un lit double, leur propre salle de bain. C'est vraiment très cocooning. Ouais, Ça fait pas du tout médicalisé. Non. pas du tout. Par contre, il y a aussi le service de suite de couches classique pour les femmes qui ont des complications après l'accouchement, où là, ce sont des chambres doubles, mais c'est plus médicalisé, mais parce qu'il y a ce besoin. Et du coup, il y a plus de sages-femmes. Alors que dans le Barshall Hotel, les suites de couches plus cocooning, il y a moins de personnel parce qu'en général, ce sont des accouchements qui se sont bien passés, des mamans qui ont moins ce besoin au niveau médical. Ouais. Exactement. Donc tu Voilà. accouches, si ça se passe bien, dans les 20, Dans la plupart des cas. dans les quelques heures. Mais les heures dans qui quelques suivent, heures, oui. toi, Ouais, tu vas- toi, tu t'étais mise debout. Bon, 2 heures avec- après, ouais, on et est. c'était parti. Quoi. Et ce qui est fou, on c'est que marche. tu traverses ce Ce couloir et Oui. tu arrives dans cet hôtel qui est. On se croirait plus à l'hôpital. Mais Exactement. Ouais, ouais. Mais en C'est plus, juste c'est que tellement chaleureux, quoi. Ouais, C'est vraiment, c'est très chaleureux. Mais ce qui est bien, ce qui est hyper rassurant, c'est que tu sais que tu peux appeler et tu as une sage-femme qui va pouvoir venir te Exactement. voir. Et puis elles te sont dans le dire- couloir en plus. Quoi. C'est Exactement, vraiment, il n'y a même oui. pas, il y a pas ce Oui. couloir à traverser. Elles sont Elles sont, disponibles. elles sont là. Ça reste un service médicalisé à l'hôpital, mais ça Ouais. fait très à la maison. Voilà, Ouais, où c'est ouais, pas mis ouais. en avant. Quoi. Ouais. Ce qui est mis en avant, ça va être la Et famille, c'est- un peu le ouais. cocon. Et la maman ne paye pas pour ce Non, service. la maman ne paye pas. Seulement le papa va payer ses Les nuitées nuits, parce c'est que ça, ça ouais. inclut les repas pour le papa, mais pour la maman, tout est pris en charge. compris en charge par la Norvège. Oui. Ça, c'est vraiment, Ouais, vraiment ça, c'est incroyable. incroyable. Hein. C'est pas comme en France où il y a ce système d'hôpital privé, de Mhm. clinique privée où la maman doit payer sa chambre. En Norvège, ça n'existe pas. Mais du coup, cet hôtel, de ce que j'ai compris, c'est pas forcément dans tous les hôpitaux, Non, dans toutes les C'est maternités. pas, non, ce n'est pas partout. Ouais. Exactement. Donc, si on veut y avoir accès, il faut se renseigner. Il faut se renseigner en avance. Voilà. Exactement. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, on a cru comprendre que Hull-les-Vols n'allait pas rester. Il y a le projet, oui, de déménager vers 2031. Ah, Ils d'accord. sont en train de construire un nouvel hôpital. D'accord, donc Exactement. quand même dans les années qui viennent, Oui. il va toujours y avoir Hull-les-Vols principalement, donc qui est Oui. l'hôpital, un des hôpitaux pour les naissances, et aussi cet hôtel devrait rester. J'espère. Ouais. Oui. Ah ouais, nous aussi, même si bon, normalement, on s'arrête là, mais c'est tellement, on a tellement eu espère des pour bonnes les expériences. patientes, Bah oui, ouais, ouais, ouais. exactement. Oui, C'est oui. tellement. C'est vraiment ouais, une ça, c'est- richesse incroyable. D'ailleurs, tu disais qu'on y avait été quelques heures après pour Gabriella, mais pour notre première, vu que j'avais eu des petites complications, j'avais fait une nuit Ah à oui, quand l'hôpital. même. Ouais. Et franchement, la première nuit, Mhm. la faire toute seule à l'hôpital avec son bébé, ou la faire dans l'hôtel avec le papa, enfin son conjoint et tout, ça fait la diff aussi. Ah hein. ouais, mentalement. Moi, c'est- ça m'avait tout de suite stressée et tout. Puis généralement, t'es pas en forme si tu restes à l'hôpital. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment trop bien quand tu peux y avoir accès direct. Est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que tu, en tant que professionnel, qu'est-ce que tu aimais particulièrement dans cette profession, à l'hôtel, dans cette partie de suite de couches? Ce que j'aimais, c'était déjà, ils m'ont accueilli au début, ils m'ont permis de rentrer dans le monde professionnel, comme ils m'avaient offert ce stage Ouais. de langue, c'est là que j'ai commencé. Et j'ai aimé aussi l'accueil au niveau des collègues. On était vraiment comme une petite famille avec toutes les collègues sages-femmes. Et le métier était... Il y a du travail, hein, on va pas se mentir, mais on a quand même, la charge de travail est quand même beaucoup moins intense qu'en France. Est-ce que tu peux nous faire un peu une comparaison? Parce qu'en France, tu t'expliquais le rythme des gardes et Oui. tout. Alors déjà, les horaires, on est en 3-8 et pas en 2-12. Donc, c'était le shift du matin, de l'après-midi et de la nuit. Moi, j'avais du mal à rester 12 heures au travail en France, puisque les 3 dernières heures, j'avais du mal à fonctionner. Donc là, rester 8 heures au travail, c'était parfait. Et on voit que quand il y a un shift, une équipe plus fraîche va arriver et donc plus à même de prendre en charge les patientes. Et le nombre de sages-femmes par shift est impressionnant par rapport à la France. C'est-à-dire que pour 16 lits, on était 4 sages-femmes le matin et 3 l'après-midi. En France, pour 16 lits, j'étais toute seule. Oh punaise. Ouais. Ah ouais, sacré diff. Voilà, sur 12 heures. Incroyable. Alors, avec une auxiliaire puéricultrice qui s'occupe des bébés, mais oui, la sage-femme est toute seule pour son service. Donc là, c'est là qu'on se dit, oui, il y a une différence. Donc, on a moins de patientes à charge, donc plus de temps par patiente.
Ouais, tu peux vraiment prendre ton temps avec Voilà. chaque patiente, Ouais, celles ouais. qui en ont vraiment besoin. Donc et les tout. conditions sont vraiment... toi, ça t'a changé. Ça m'a beaucoup changé, oui, J'imagine que positivement. tu vois ton métier D'une différemment d'une aussi. autre Ouais, tu façon. redécouvres certaines choses Et on peut-être. continue à avoir contact avec nos amis en France et mes amis sages-femmes. Et c'est Ouais. là qu'on voit le fossé qui s'agrandit et on se rend compte vraiment du coup Parce qu'au fil des années, de ça la ne va chance pas que en c'est. s'arrangeant, tu Oui. dirais, côté français, Ça, et malheureusement. puis de se rendre compte en étant en Norvège qu'on on fait le bon choix sur le moment. Et j'ai une question pour savoir un peu s'il y a des gens qui seraient intéressés par peut-être venir exercer ici. Oui. En termes de niveau de vie, est-ce que tu dirais que est-ce que tu gagnes mieux ta vie en Norvège ou est-ce que ça compense en gros un peu juste le fait que la vie ici soit plus chère comparée à la France en tant que Alors, je sage-femme? gagne quand même mieux ma vie en Norvège. Ouais, Faut ok. le dire. Alors, c'est surtout que les gardes de nuit, les week-ends et les travailler le soir après 15 heures, c'est très bien payé. En D'accord. France, c'était très, très peu reconnu. C'est vraiment ridicule le supplément qu'on donne par heure pour travailler de nuit. Ah Et il ouais. n'y a pas de supplément pour travailler du soir après 15 heures. Et le week-end, c'est très, très peu payé. Alors qu'en Norvège, c'est vraiment bien payé. Donc, si une personne est très motivée pour faire du shift, faire des nuits, des soirées, c'est vrai que ça rapporte bien. D'accord, Ouais. donc tu peux avoir, si tu veux, pendant une période, cette flexibilité de te dire je Exactement. travaille plus, je gagne plus. Exactement, Mmh, oui. mmh. Oui, oui. Ouais, ça c'est Alors, le top. niveau de vie est élevé en Norvège, hein, Et oui, oui, c'est aussi. sûr, on va pas se mentir. Donc, le salaire est plus élevé. Mais en comparaison, on vit bien aussi ici. Et en plus, après, tout ce qui est, on va dire, moins quantifiable, comme on Oui. venait de le dire, la qualité, La qualité de du vie, temps, des exactement. relations. Que ce soit au travail, pour notre propre vie personnelle aussi. Mm. Oui. Et est-ce qu'on pourrait revenir un peu et faire le déroulé d'une grossesse et d'un accouchement en Norvège Ouais. et peut-être voir à chaque fois les différences avec la France, il y en a. On n'a Alors, peut-être pas toutes ouais. les étapes. Donc déjà, quand en Norvège, on découvre qu'on est enceinte, en général, on contacte sa sage-femme à la Helsestation ou alors son médecin traitant pour le tout premier rendez-vous. Donc, on a ce rendez-vous, on fait un petit point sur la personne, comment elle se sent, on reçoit des petits conseils alimentaires, il y a une prise de sang qui est faite. Là, c'est à peu près pareil aussi en France. Attends, mais dès Ouais. le début, parce que moi, Parce on m'avait pas ouais. mis, on m'avait pas fait de prise Parce que de sang. j'étais en train de te regarder avec un sourire un peu bête parce D'accord. qu'il y a une anecdote qu'on aime bien raconter, c'est quand Lucie apprend qu'elle est enceinte et elle va chez le médecin généraliste et elle lui dit ben voilà, je pense que je suis enceinte, j'ai fait mon test, est-ce que je peux faire ma prise de sang pour enfin très réflexe français. Et la médecin généraliste lui dit bah, vous avez fait un test? Oui. Bah, vous êtes enceinte. En gros, elle lui a refait faire un test, il n'y avait pas eu de prise de sang, donc c'est intéressant de Alors, voir ça toi dépend ce que peut-être des cabinets de médecins. D'accord, mais il y en a D'accord. certains Oui. du coup qui font des Oui, oui, prises oui. de sang quand tu. Ok, bon, c'est bon à savoir. Voilà. Et ensuite, le médecin ou la sage-femme envoie une demande à un hôpital pour avoir une place d'accouchement et pour avoir les échographies du coup de Ouais. grossesse. Donc en Norvège, il y a 2 échographies. Alors quand je suis arrivée, il n'y en avait qu'une seule. Ouais, Aussi, ouais. ça c'était le cas pour notre première. Exactement, à 4 mois de grossesse. Et maintenant, il y en a 2, on va dire 4 mois et demi. À 3 mois et à 4 mois et demi de grossesse. Et en France, il y a 3 échographies. On en rajoute une au 7e mois. Et tu sais pourquoi cette différence? Pourquoi en Norvège, ils pensent qu'il n'y a pas besoin de cette 3e échographie? Oui, alors moi j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi, puisque comme j'ai travaillé en France, je voyais l'importance de cette 3e échographie. Mais en Norvège, ils estiment qu'on peut suivre la croissance du bébé par l'extérieur, enfin par le toucher, par la mesure du ventre, et on écoute le cœur du bébé tous les mois. Et ça suffit du coup à voir s'il y a un problème ou pas, quoi. Ça suffirait, oui. Ça ne fait pas tout, mais ça pourrait suffire, oui. Ça suffit quand ça se passe bien peut-être. Ça un suffit peu, quand ça se passe ouais, bien. c'est ça, Alors ouais. certaines patientes ont une 3e échographie si Il y a une à la 2e suspicion. échographie on a besoin de faire un contrôle. D'accord. Et il arrive que des fois, elles viennent pour ce contrôle, mais on découvre autre chose. Et c'est là qu'on se dit, peut-être qu'en fait, une 3e échographie, ça aurait pu être pas mal. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps nécessaire. Ça n'a pas été prouvé, en tout cas dans les études, D'accord. que c'était nécessaire. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire peut-être simplement, en gros, à chacune de ces échographies clés, qu'est-ce Oui. qui va être regardé? Ouais. La première échographie, qui est donc à 3 mois de grossesse, à peu près à 12 semaines d'aménorrhée, on est là pour voir le risque d'anomalie chromosomique chez le petit fœtus en mesurant la nuque, en regardant l'os du nez. Et puis en même temps, on peut voir un peu s'il se développe bien. Et aussi, surtout, dater la grossesse.
Comme c'est la première échographie, même si beaucoup vont dans le privé, mais ça reste quand même la première échographie pour la plupart des personnes. Oui, alors qu'en France, généralement, tu as peut-être fait une échographie de datation avant. Voilà. Donc ça, c'est l'échographie de datation en Norvège à 3 mois. On va dater la grossesse et puis voir le nombre de fœtus qu'il y a aussi. Ça peut être la découverte des jumeaux. Ah oui, ça c'est vrai. La big surprise. À 3 mois, ouais, surprise. Et les femmes de plus de 35 ans, on leur propose la prise de sang, le NIP test, qui est pour... alors, c'est pas du tout pareil que la myosynthèse, là, c'est une prise de sang, pour analyser l'ADN du fœtus dans le sang de la maman et voir si le petit fœtus peut être atteint d'une anomalie chromosomique. Donc c'est plus poussé que la mesure de la nuque ? C'est complètement différent. La mesure de la nuque n'est pas un diagnostic que la prise de sang va vraiment donner une réponse. Mais du coup, quand tu parles d'anomalie chromosomique, parce qu'on parle, nous, on est familier, on va dire, avec la trisomie en général, qui est quelque chose qui est regardé. Est-ce que du coup, ce NIP test, c'est beaucoup plus que la trisomie ? Alors, c'est 3 trisomies qui sont testées, 13, 18 et 21. D'accord. En Norvège. Et alors qu'en Suède et au Danemark, il y a beaucoup plus de choses qui sont testées. Voilà. Donc, par contre, le NIP test en Norvège, ce sont ces 3 choses qu'on regarde. Voilà, d'accord. Exactement. C'est intéressant. Moi, d'ailleurs, nous avait proposé de faire ce test, je crois, en Suède. Et du coup, c'était très, très cher. Il fallait payer. Exactement, Et ça, c'est pareil qu'en France, au niveau des tests pour la première échographie. Ok, et donc si tout se passe bien, tu vas jusqu'à la deuxième échographie qui est vers 18 semaines d'aménorrhée, à 4 mois et demi, 5 mois de grossesse. Et là, c'est vraiment pour regarder si tous les organes sont en place, si le fœtus grandit bien. Ouais, et sur les échographies, ça, tu le fais à l'hôpital, tu le fais pas avec ta sage-femme que tu vois à l'hôpital. La sage-femme a fait une formation supplémentaire d'un an pour les échographies. Et c'est pareil aussi en France et en Norvège. Les sages-femmes passent un diplôme complémentaire. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'on soit surpris. En fait, l'hôpital va nous envoyer un rendez-vous pour une dans ces semaines-là oui. pour aller à l'hôpital et faire l'échographie. Et à côté, on a notre rendez-vous de suivi avec notre sage-femme à la LC Station. Exactement. Là, on peut déjà donner un petit conseil, c'est de... donc, si vous êtes en Norvège et que vous êtes enceinte et que vous rencontrez votre médecin généraliste, demandez ce suivi sage-femme directement. Parce qu'il va commencer à partir de quand, à peu près ? Alors, souvent, il commence après cette deuxième échographie, vers 24 semaines d'aménorrhée. Ouais. Il faut que la patiente d'elle-même contacte la Helse Station de son quartier pour avoir le rendez-vous avec la sage-femme. Voilà, c'est cette nuance, je trouve, qui est intéressante, enfin, qui est importante de connaître, parce que pour le coup, une fois qu'on a enregistré, comme je dis comme si j'étais enceinte moi. Oui. C'est bien, t'es prêt. C'est toi qui prends le troisième. Une fois qu'on est enregistré en tant que femme enceinte, je trouve que tout a été toujours très fluide, automatique. Exactement. Les systèmes marchent super bien. Comme tu dis, on reçoit ses convocations. On n'a aucune question à se poser. Par contre, je trouve qu'il y a un peu un blind spot sur cette demande d'être suivie par la sage-femme. Il faut le démarrer. Voilà, c'est ça. Faut que tu contactes la LC Station pour pouvoir avoir ce premier rendez-vous qui va déclencher tout le déroulé. Moi, ce que j'avais pas fait, parce que ma médecin me l'avait pas dit, elle me disait reviens me voir. J'étais là, c'est que voilà. Et du coup aussi, je pense que la différence avec la France, j'ai l'impression que le suivi commence plus tôt. Ça me paraissait long d'attendre 24 semaines pour voir la sage-femme. Exactement. Parce qu'après, c'est la sage-femme une fois par mois. Et du coup, la sage-femme prend ses rendez-vous avec un temps vraiment pour parler avec la patiente. Et il y a un aspect vraiment sur le bien-être de la femme enceinte, à la fois psychologique, sur ce qu'elle ressent, sur son projet d'accouchement, son projet d'allaitement. C'est pour ça que c'est vraiment la différence entre la sage-femme et le médecin généraliste. Il va être là. Oui, parce que le médecin généraliste, c'est 15 minutes, il regarde c'est très médicalisé. Ton ventre a grossi, oui, bon, non, au revoir. Voilà. Il n'y a pas d'aspect relationnel, psychologique, émotionnel. Non, d'ailleurs, j'ai déjà raconté 50 fois cette anecdote, mais bon, donc la première, je ne savais pas. Je parle à ma médecin généraliste. Dans les 15 minutes, j'ose lui demander « Excusez-moi, mais est-ce qu'il y a des cours de préparation à l'accouchement ?» Et elle me dit, pour préparer quoi ? Je dis, quand j'arrive à l'hôpital, ce que je dois faire, comment je dois respirer et tout. Et elle me dit, ah oui, vous inquiétez pas, quand vous arriverez à l'hôpital, ils vous expliqueront tout. Ça peut surprendre quand même. C'est très surprenant, oui. Sur la 3e échographie. En France, du coup. Voilà, du coup.
Elle, qu'est-ce qu'on regarde normalement? La croissance. Ok. La Donc croissance là, du c'est fœtus et regarder l'anatomie rapidement, mais ça a déjà été vérifié à la deuxième échographie, mais surtout la croissance, la quantité de liquide. D'accord. Quelque chose qu'en Norvège, on estime qu'on peut quantifier par le toucher et la mesure du ventre. Mais la quantité de liquide, on arrive à faire ça par l'extérieur? Oui, on peut sentir. D'accord. Ouais. C'est fou. C'est fou. Mais en même temps, c'est vrai qu'ici, après, nous, on n'a eu que des expériences norvégiennes, on n'a pas eu d'expérience avec des sages-femmes en France. Mais je trouve qu'il y a vraiment quand tu avais tes rendez-vous avec la sage-femme, tous ces touchés, ces mesures. Enfin, pour moi, le fait que ce soit justement moins médicalisé, en tout cas, quand tu regardes, que des gestes, c'est assez mystique un peu. Je trouve ça beau, cette connaissance. Moi, je me rappelle qu'elle regarde et elle me dit il y a la tête là, et puis tu sens son pied là et tout. J'étais là, mais je le touche tout le temps, mon ventre, et je ne sens pas tout ça, moi. Oui, du coup, on parlait du suivi. Est-ce qu'il y a des sujets spécifiques que vous devez aborder avec les patientes? Est-ce que vous êtes formé à détecter aussi les dépressions prénatales, les choses comme ça, ou informé aussi sur les dépressions postpartum? Oui, exactement. C'est prévu à chaque rendez-vous par semaine de grossesse des thèmes à aborder. Donc sur le dépistage de la dépression du postpartum, ça va avec des questions sur le passé de la patiente. On a un petit livre qui informe et qui prévient à mettre en place une communication avec son partenaire, que le partenaire puisse détecter les signes de la dépression et alerter la sage-femme ou la health sister. Et il y a aussi un rendez-vous prévu pour parler de l'accouchement, faire une sorte de préparation à l'accouchement, mais c'est plus individuel avec la sage-femme. Et aussi mis en place des cours de préparation à l'accouchement en ligne par les health stations. Et aussi une séance pour l'allaitement. Donc, à chaque séance, il y a des choses, des thèmes à aborder. Et pour la préparation à l'accouchement en elle-même, il me semble qu'en France, tu as des rendez-vous à l'hôpital et tu as un peu des cours Exactement. Avec quelqu'un qui te montre comment respirer. Ça peut être seul ou en couple. Oui. Comment ça se passe en Norvège? En Norvège, il n'y a pas ça, malheureusement. Ça peut être le seul manque dans la différence France-Norvège, c'est qu'en France, on propose des cours de préparation à l'accouchement qui sont payés, qui sont inclus dans le suivi de grossesse. Et en Norvège, il n'y a pas ça. C'est les health stations qui doivent mettre ça en place individuellement. Donc, que ce soit un cours physique à l'health station ou alors en ligne. Sinon, il y a des cours privés aussi, mais les femmes doivent payer. Ça, c'est un petit peu dommage. Ouais. D'accord, ok, c'est intéressant parce que nous, du coup, c'est vrai que je me renseignais, j'avais l'impression que je trouvais pas. On m'avait parlé des vidéos, mais du coup, c'était en norvégien, donc j'avais cherché autre chose. Puis nous, on avait même les repères. On était partis en mode autonomie et tout ça, quoi. Oui, et il n'y a pas en Norvège. Et voilà, ici, c'est pas encore. C'est je sais pas pas développé. Si ça viendra, mais non, c'est pas développé. Alors, c'est juste le côté un petit peu négatif, c'est qu'il va manquer tout ça. Ouais. Ouais. Les suivis qui sont un peu parallèles, on va dire. Je sais pas comment on appelle. Médecine douce, je sais pas comment on appelle ça, mais elles sont très populaires en France maintenant, les cours d'autonomie. Nous, du coup, l'hypnonaissance, toutes les choses, l'accouchement par l'hypnose et tout. Ça se développe beaucoup en France. Et oui, du coup, j'étais surprise parce que moi, donc, je cherche tout ça. Je ne trouve pas. Après, je dis, alors, est-ce que je peux chercher un cours de préparation à l'accouchement classique? Après, on sortait du Covid, donc je me disais, c'est peut-être à cause du Covid, ils ne font pas de cours. Et puis après, elle m'a expliqué qu'il y avait ces vidéos. Et par contre, ce qu'on a pu trouver, si ça intéresse certains, on a pris une doula qui, du coup... nous a expliqué un peu le suivi et nous a fait un peu une petite formation de préparation à l'accouchement. Pour le coup, ça, c'est développé en Norvège. Il y a des doulas, alors que il y a d'autres professions qui sont pas encore ici. Quand c'est le jour J, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais un peu comment ça se passe? C'est trop intéressant, on va voir le backstage. Ouais. De votre côté. Qu'est-ce qui se passe? La patiente arrive en salle de naissance. C'est tellement variable selon l'état dans lequel elle arrive. Est-ce qu'elle a des contractions? Est-ce qu'elle a perdu les os? En tout cas, la patiente rencontre une sage-femme qui sera sa sage-femme pendant le shift de la sage-femme. Donc, pendant le temps qu'elle est là. Après, du coup, au prochain shift, elle aura une autre sage-femme. Donc là, le seul inconvénient par rapport à la France, c'est qu'on change plus souvent de sage-femme, puisqu'en France, elle restait 12 heures. Mais elle était moins présente, puisque en France, la sage-femme a plusieurs patientes à charge. En Norvège, elle reste qu'avec la patiente tout le temps de son shift. La sage-femme n'a qu'une patiente, et c'est sa patiente enceinte, et elle ne quittera pas la salle d'accouchement, sauf pour aller manger. Donc la sage-femme est toute seule, elle n'a qu'une patiente à charge pendant tout son shift, et elle reste qu'avec la patiente.
Donc, il y a un gros accompagnement sur vraiment ce que souhaite la patiente. Donc, au début, elles se posent vraiment ensemble pour discuter, si c'est possible, si la patiente est en état de discuter. Et il y a un accompagnement. Ça a été des conversations rapides. Chaque fois, on arrive voilà, à c'est ça. très efficace. C'est pour ça qu'on conseille aux femmes enceintes d'écrire une lettre pendant la grossesse sur son souhait d'accouchement. Le fameux projet de naissance. Exactement, ça se fait beaucoup en Norvège. Alors moi, ma question, c'est est-ce que tout le monde les lit? Enfin, en tout cas, la sage-femme qui s'occupe de nous, elle le lit. Bien sûr, la sage-femme qui va suivre la patiente la lit. Oui, donc autre conseil du coup, si vous êtes en train de vous préparer, vous allez vous préparer à une naissance future en Norvège, prenez le temps de faire le projet de naissance parce qu'il sera pris en compte. Il sera pris en compte, il sera lu par la sage-femme, exactement. Ouais. Et aussi pour celles qui ne parlent pas norvégien, je ne sais plus, je crois qu'il y a des papiers à un moment qu'on remplit et on peut demander un interprète, je crois. Ah oui, complètement. Oui. Nous, au final, on ne l'avait jamais demandé, on s'en est sorti avec l'anglais. Mais je pense que ça aussi, c'est important que tu l'abordes parce que nous, on s'était dit un peu... oui, on peut parler anglais, on peut communiquer, on n'est pas, en gros, réfugié, mais en fait, mettez ça de côté, on s'en moque, réfléchissez à... Tout le monde a le droit à son interprète. Exactement. Est-ce que vous êtes à l'aise avec une langue qui serait, même comme nous, c'était le cas avec l'anglais? Oui, non, si c'est pas le cas. Et encore, même parfois, le personnel médical peuvent parler, mais c'est pas une langue non plus professionnelle. Pour eux, naturelle. Exactement, c'est ça. Donc, ça peut mettre tout le monde à l'aise de se dire il y a l'interprète au milieu. Exactement, oui. Est-ce que toi, tu as déjà eu le... J'ai très souvent des interprètes pour les patientes. Donc, c'est bien, c'est bon à savoir. Ouais, et ça vous dérange pas Non, ça fait des consultations un peu plus longues, mais ça ne dérange personne. Non, au contraire, ça permet que tout le monde comprenne bien. Ouais, au contraire, c'est ça. Moi, je pense que je le voyais, comme tu dis, un peu trop en mode non, mais je vais pas aller déranger avec un interprète, alors qu'en fait. On y a droit. Ouais, et puis c'est mieux pour tout le monde de bien se comprendre, dans ces ouais. moments-là, quand c'est ton corps, ton bébé et tout. Ouais. Vaut mieux il faut le signaler quand on appelle la Station ou l'hôpital, qu'on veut un interprète, et c'est eux qui trouvent l'interprète par une société d'interprètes. D'ailleurs, ça me rappelle, parce que tu as commencé à parler de comment ça se passe quand on reçoit la patiente. Notre expérience et de ce qu'on entend beaucoup en Norvège. Quand tu commences, par exemple, soit la future mère a rompu les os, soit elle a commencé à avoir des contractions, tu appelles une première fois, on te dit restez chez vous au chaud, prenez votre temps. En tout cas, sur un premier accouchement, ça peut prendre très longtemps. Nous, ça a été ça. Au final, Lucie a fait tout son travail la nuit. Le matin, je la retrouve dans un état assez critique. Et on rappelle une fois, elle me dit vous pouvez commencer à vous mettre en route, mais no rush. Et puis, on arrive, donc elle arrive quand même à prendre une douche, tant bien que mal, le taxi et tout. On arrive, je te la fais courte, elle fait les papiers et tout. Elle était à 9, quoi. Donc là, par contre, on nous attrape, on nous met dans l'ascenseur, on nous monte rapidement. Et il s'énerve un peu limite contre nous. Mais pourquoi vous êtes arrivés aussi tard? Toi, est-ce que quand tu compares avec la France, parfois j'ai l'impression que peut-être les gens arrivent très très tôt et ça peut être un problème. Toi, t'en penses quoi un peu de tout ça? Est-ce qu'il y a des guidelines peut-être qu'on vous donne aussi, Alors, en Norvège, il y a des critères très précis pour pouvoir rentrer en salle d'accouchement avec un certain nombre de contractions depuis tant d'heures. En France, on va beaucoup plus tôt à l'hôpital. D'accord. Et on met la péridurale beaucoup plus tôt, on intervient beaucoup plus tôt. C'est plus médicalisé. En Norvège, on va beaucoup plus attendre que le travail commence bien à la maison et d'aller à l'hôpital un petit peu plus tard. Pendant cette naissance, est-ce que sans que tu l'aies fait toi, est-ce que tu connais des différences aussi avec la France? Parce que nous, par exemple, on a eu un premier accouchement où il y avait en tout cas des soupçons de potentielles complications. Donc là, on a eu une équipe médicale qui est rentrée. Par contre, le deuxième a été vraiment idyllique, dans le sens où on a eu cette relation, comme tu dis, 1-1 avec la sage-femme, qui était vraiment la petite souris, qui parfois venait poser juste... faire son monitoring, d'ailleurs qui n'était pas un monitoring fixe, qui était un monitoring mobile, pour parfois checker le cœur, faire soulager Lucie comme elle pouvait, et on la voyait quasi pas, mais dans le bon sens de la chose, parce qu'elle voyait qu'on s'en sortait à nous, en fait. Elle sortait carrément de la pièce parfois. Complètement. Ouais. Et du coup, ça, est-ce que toi, tu as remarqué des différences aussi? Les différences, ça va plus être de mon côté, sur la charge de travail. C'est qu'en France, on a tellement de travail qu'on n'a pas le temps vraiment de passer beaucoup de temps avec la patiente. Ça va être très médicalisé, le passage en salle de naissance. En Norvège, c'est, comme tu dis, une petite souris qui va essayer de s'adapter aux besoins du couple. Complètement. Si le couple a beaucoup de besoins, la sage-femme est vraiment très présente dans les massages, l'accompagnement. Si le couple s'en sort bien, elle est là, mais comme un petit guide. Et est-ce qu'en Norvège, on va utiliser certains outils plus que d'autres pour aider à l'accouchement, surtout quand ça prend un peu de temps? Je sais qu'en
En France, on parle beaucoup des épisiots. Il me semble qu'en Norvège, j'ai l'impression que c'est moins. En France comme en Norvège, il y en a moins. Ça a beaucoup baissé ces dernières années. Ouais, en France aussi. Et là, c'est à peu près pareil. L'intervention sur les instruments pendant l'accouchement, c'est à peu près pareil. En France, en Norvège, c'est vraiment que si nécessaire. Généralement, c'est quand ça met trop de temps. Du coup, on prend des outils pour... Oui, ça met trop de temps. C'est trop long sur la fin. Le bébé a besoin que ça aille un petit peu plus vite. On avait eu l'impression que pour notre aîné, qui a été dans le coup un accouchement un petit peu plus délicat, la poussée était très longue en Norvège, qui laissait un temps très long. Est-ce que tu sais s'il y a une réelle différence ? Oui, en France, on limite ce temps à une demi-heure. En Norvège, c'est beaucoup plus long. On laisse la maman pousser beaucoup plus longtemps. Et d'ailleurs, j'en profite parce que nous, ça nous avait quand même marqué cet accouchement. On avait eu besoin de cette volonté de débriefer avec la sage-femme qui était présente pour le premier accouchement. Et elle nous avait montré du coup tout le côté que voyaient les sages-femmes ou l'équipe médicale. Nous avait dit, vous voyez, là, elle est rentrée, elle a commencé à la pousser, je crois qu'ils ont laissé peut-être jusqu'à entre 40 minutes, voire presque une heure, je crois. Et elle nous a dit, là, en fait, on commençait... ils avaient quand même peur d'une détresse, donc elle s'était retrouvée avec une petite sonde sur le crâne. Le bébé, Gisèle. Elle nous avait dit, là, en fait, si elle n'avait pas réussi à l'expulser dans les minutes qui suivaient, on aurait dû faire appel à des outils pour aider à cette naissance. Donc ça avait été hyper bien de comprendre ce qui se passait du côté médical. Et en même temps, de comment nous, on a eu la chance au final que Lucie arrive à donner naissance, mais c'était bien aussi psychologiquement de faire ce débrief avec la sage-femme qui était très sain. C'est un rendez-vous qu'on peut, c'est pas automatique, mais on peut le demander pour revoir comment s'est passée la naissance. Quand on n'a pas compris ce qui s'est passé, souvent sur les émotions, on ne comprend pas tout ce qui se passe. On peut demander un rendez-vous pour reparler de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité qu'en Norvège, on va avoir tendance à plutôt encourager les accouchements naturels, c'est-à-dire sans péridurale, ou est-ce que tu dirais que c'est comme en France ? Alors la péridurale, elle est proposée aux patientes, si elles le veulent, mais elle est fortement moins dosée qu'en France. Aussi. Il y a une très grosse différence, oui. D'accord. Et est-ce que ça, tu conseillerais du coup de le mettre aussi dans son... projet de naissance. De l'écrire si on la souhaite. Alors, je pense qu'en général, quand on est enceinte, on ne peut pas vraiment savoir si on la souhaite ou pas, parce qu'on ne sait pas comment soi-même on va réagir à la douleur. Mais de l'écrire, en tout cas, quel est son premier souhait, et après d'adapter. C'est pas parce qu'on écrit qu'on la veut pas, qu'on n'y a pas le droit, on peut changer d'avis. Exactement. Et inversement. Tu parlais tout à l'heure aussi de si on perd les os. Moi, ça m'avait surprise pour ma première grossesse, parce que du coup, on suivait un peu aussi des vidéos ou des podcasts de préparation à l'accouchement, mais du coup en français, donc avec les normes françaises. Et on m'avait dit, une fois que tu as perdu les os, tu repars pas de l'hôpital. Oui. Alors que nous, moi, j'avais perdu les os et on m'a dit, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Exactement. C'est aussi une déjà, différence. quand on perd les os en Norvège, on ne va pas non plus tout de suite à l'hôpital. D'abord, on appelle, on explique la situation, il pose 2-3 questions, et si c'est bon, on peut rester chez soi quelques heures. On va à l'hôpital faire un contrôle et on rentre chez soi. C'est ça, c'est exactement ce qui nous est arrivé. En France, on va à l'hôpital et on y reste. C'est ça. Ça, et d'ailleurs, ça nous avait surpris. Mais nous, dans un déni total, parce que c'était du coup le 24 décembre, je venais d'être en congé. Je me suis dit, Gisèle devait naître début janvier, donc je me suis dit, c'est bon, petite semaine de vacances, et on se prépare comme il faut pour la naissance. Non, du coup, le 23 au soir, Lucie rompt les os. On va à l'hôpital, elle fait son check, il était tard, mais bon, on nous dit, ça peut se déclencher, comme ça peut ne pas se déclencher et prendre jusqu'à 48 heures. Exactement. Et là, on va refaire un nouveau contrôle. On s'est dit, en gros, Lucie, ça avait l'air d'aller. Super, on a encore au moins 48 heures, tu vois, on l'a compris comme ça. Bon, et en fait, on est rentré à la maison et le travail a commencé à se mettre en place rapidement. Trop dans le déni, nous. Jusqu'au bout. Et tu disais, du coup, il faut attendre un certain nombre de contractions avant de pouvoir aller en salle de naissance. Donc, on met d'abord les femmes dans une... parce que du coup, on n'y a jamais été dans cette partie-là. Dans une salle de, comment on dit, de préparation... De travail. Alors, non, s'il n'y a pas assez de contractions, on les renvoie chez elles. Mais une fois que les contractions sont assez conséquentes et que le travail a vraiment commencé, elles vont en salle d'accouchement. D'accord, ok. Il n'y a pas vraiment d'espace entre deux. D'accord, alors qu'en France, il y a 2 espaces, non ? Un peu, oui, à peu près. Ouais. Ok, d'accord. Et je me pose un peu la question aussi autour de... Tu sais, on s'était renseigné sur la partie du level ABC, qui sont des naissances très, très naturelles.
qu'est-ce qu'il existe un peu encore comme... Alors, tu sais après aussi les options baignoire, pas baignoire, tout ça, qu'est-ce Alors qui existe? ABC a fermé, malheureusement, il y a 3 ans. Il y a des baignoires dans certaines salles d'accouchement, dans les hôpitaux d'Oslo. Et il y a aussi un nouveau service d'accouchement naturel qui a ouvert à Barum, qui s'appelle Luna. Et après, les sages-femmes de ABC aussi ont ouvert un service d'accouchement à domicile privé. Donc il faut payer soi-même, mais ça permet d'avoir un suivi très personnalisé avec les mêmes sages-femmes et d'accoucher à domicile. Bon, mon chat, le 3e au coin du feu, dans le salon, là. Voilà, au podcast. Voilà. Exactement. C'est une expérience à tenter. Et alors, parce qu'en France, j'ai l'impression que c'est moins démocratisé l'accouchement à domicile et même parfois peut-être un peu mal vu. Ici, du coup, est-ce que c'est différent? Ça se fait pas vraiment ici, les accouchements à domicile. Non, mais c'est pas mal vu. Mais c'est pas mal vu non plus, quoi. Ouais. D'accord. Si pendant sa préparation, on dit à notre sage-femme on aimerait accoucher à domicile, elle va pas nous... Ça peut être un projet du moment qu'il y a tous les feux verts. Et ça se fait par contre à nos propres frais. Pour continuer dans les clichés norvégiens, est-ce que c'est vrai que la plupart des femmes accouchent l'été pour pouvoir avoir une place en crèche? Il y a beaucoup plus d'accouchements l'été. Ouais. Ça, c'est vrai. Il y a un grand pic juin, juillet, août. Oui. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux prendre tes vacances quand tu es sage-femme en été ou c'est compliqué? On a tous le droit à nos vacances. Il y a un grand planning qui se met en place où on est en vacances par système de 3 semaines et ils font venir des sages-femmes de Suède, de Danemark et ils prennent des jeunes diplômés pour combler aussi. C'est bien, donc il y a une force. Voilà, il y aura toujours le même nombre de sages-femmes présentes en tout cas en salle de naissance. Et ce qui était très drôle, c'est qu'à Ullevål, tu as comme un grand calendrier où tu viens mettre ta petite épingle sur le jour de la naissance de ton enfant. Et nous, pour la première, donc c'était Lucie a couché un matin et on était le 24 décembre, un seul pin. Et là, tu regardes juin, juillet, août, noir. Exactement. Tellement c'était recouvert de petits pins. Et tout ça, on l'explique. Parce qu'on n'était pas au courant de cette règle. C'est une réalité. Et c'est parce qu'en fait, avoir un enfant en décembre, du coup, te donne droit, légalement en tout cas, à ta place en crèche quasiment 1 an et demi après la naissance. Oui. Alors que si tu as un enfant né autour de juin, juillet, août, dès que les congés parentaux sont terminés, il a sa rentrée. Il a sa place et donc c'est très fluide. Il n'y a aucun gap à couvrir en termes de congés ou de non-soldés. C'est un peu une recurring joke quand je croise des parents et qui me disent oui, ils sont tous les 3 nés en août. Je suis là, bravo. Voilà. Vous avez tout planifié. Exactement. C'est une réalité. Tant mieux pour ceux qui arrivent à planifier puis en plus à tomber dans le mille. Le bébé sort. Souvent, il est posé sur la maman. Ouais. Là aussi, j'ai trouvé... Enfin, moi, j'avais peut-être des clichés baby-boom dans la tête, mais j'ai trouvé qu'on te laisse ton bébé sur toi tout le temps. On l'emmène pas du tout peser tout de suite. Pas tout de suite, non. C'est vraiment... c'est le moment vraiment de connexion. De connexion et de découverte, oui. Exactement. Alors qu'en France, peut-être... on le prend tout de suite, on s'en occupe, oui. Et on va après, comme ça. Et après, le ramener à la maman, après, habiller presque même déjà, alors qu'en Norvège, c'est tout de suite en peau à peau. Oui, c'est ça, exactement. Même le laver et tout. En tout cas, je me rappelle, pour Gabriella, peut-être un peu plus rapide, mais Gisèle, elle était restée encore avec son peu de cette couche un peu blanchâtre qu'ils ont au début. Ils ne l'avaient pas tout de suite nettoyé, nickel. On laisse l'aspect naturel du bébé. Exactement, oui. Ouais. D'ailleurs, le peau à peau, je me rappelle... Maintenant, je ne sais plus si c'était à Ullevål qu'on nous avait dit ça, mais on nous avait dit recommander de faire peau à peau à fond, tout nu. La chambre à l'hôtel est très chauffée. Et nous avait dit faites du peau à fond. On vivait en sous-vêtements et avec le bébé sur nous, quoi. C'était... Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, moi, trop drôle parce que j'étais venue avec une valise de maternité, ça aussi. un peu à la française, avec plein de choses dedans. Et je me rappelle la sage-femme qui me disait mais vous comptez déménager ici? J'étais là, oui, je sais pas. J'avais amené tous mes trucs et tout. Donc certains trucs que j'avais utilisés, des petites bougies électriques et tout pour avoir une lumière un peu tamisée. Mais c'est vrai que je m'étais pris plein de chemises de nuit, plein de vêtements pour les bébés. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin ici. Tout est fourni, voilà. Exactement. Tout est fourni, on te donne une robe très bien. Il n'y a pas de liste de maternité ici, comme en France. Il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait. Ouais, on te fournit les couches pour toi et pour le bébé. On te fournit tout ce qu'il y a besoin. C'est ça, on te le donne. Ça, généralement aussi, c'est comme en France. On donne la tétée d'accueil, si la maman veut, bien sûr. Et voilà, et si tout se passe bien, c'est là où on va dans
l'hôtel s'il y en a un. Oui. Voilà. Mais s'il y a des complications, on peut rester une nuit au Barchel. Ok. Et je voulais juste revenir sur quand on accouche, après, il y a l'expulsion du placenta. Est-ce que là, il y a des techniques particulières où on attend en Norvège? Comme en France, à peu près. On attend, on doit pousser une deuxième fois pour expulser le placenta. Okay, et s'il ne vient pas, la sage-femme appelle un médecin et on essaye de le récupérer. Mais c'est comme en France, en tout cas. Il n'y a pas de différence sur ça. On dit souvent, tu sais, que l'approche du suivi de grossesse, et d'ailleurs tu l'as en partie confirmé, y compris pour la naissance, est plus naturelle, donc moins médicalisée en Norvège qu'en France. Est-ce que tu sais si au niveau des chiffres, peut-être sur des complications, peut-être des interventions médicales, il y en a moins en Norvège qu'en France avec une approche... En France, ça a beaucoup diminué aussi. Les interventions médicales. Oui. Donc il y a quand même un mouvement peut-être... plus naturel en France. Qui aide au final à avoir moins de complications. Oui. Okay. Je voulais faire un petit saut dans le déroulé au moment de la conception. Est-ce que tu sais si pour les couples qui ont des difficultés à tomber enceinte, comment ça se passe en Norvège? Est-ce qu'il y a des aides? Alors, je sais pas trop mon domaine, mais oui, il y a des aides, il y a des centres de fécondation in vitro. En général, ça commence par un rendez-vous avec son médecin traitant qui doit envoyer vers l'hôpital et pour avoir un rendez-vous pour discuter un peu de combien de temps le couple essaie d'avoir un enfant, qu'est-ce qui se passe et faire des prises de sang pour retrouver, détecter le problème et ensuite proposer une méthode de fécondation in vitro qui conviendrait au couple. Toi, tu as fait ces années à l'hôtel du Léval et ensuite tu as changé? Oui, j'ai passé mon diplôme pour être sage-femme échographiste. C'est là que du coup, il fallait que je sois un peu plus avancée en norvégien. Donc j'ai repris des cours de norvégien pour passer le niveau B2, qui est indispensable pour faire des études supérieures en Norvège avec NTNU. Et là, j'ai passé mon diplôme pour être sage-femme échographiste. Et du coup, j'ai quitté l'hôtel à Ullevål. Et là, je travaille en tant qu'échographiste et en helsestation. Et en tant que sage-femme, tu donnes aussi, tu aides les femmes pour leurs moyens de contraception? Oui, exactement. Moi, je suis venue te voir d'ailleurs. Oui. Au niveau de la contraception en Norvège, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce qu'on retrouve les mêmes moyens? Je trouve qu'on retrouve les mêmes moyens de contraception. Il n'y a pas de différence... Vraiment de grandes différences France-Norvège. Et moi, ce que je trouvais, alors juste de mon expérience, en France, j'avais l'habitude d'aller faire un check une fois par an chez la gynécologue. Ici, en Norvège, on ne voit pas de gynécologue. Exactement. Alors, c'est malheureusement dans le privé. Ouais. Donc, c'est souvent aux frais de la patiente. Mais il n'y a pas de check-up comme en France, annuel, où on va vraiment faire un grand check-up pour la femme. Ça, on ne trouve pas ça en Norvège. D'accord. Donc, si on veut faire un check-up une fois par an, comme on avait peut-être l'habitude de faire en France, est-ce qu'on peut contacter une sage-femme pour pouvoir faire... Alors, ça serait soit une sage-femme dans le privé ou un gynécologue dans le privé. Mais ça reste dans le privé, d'accord. Ça reste dans le privé, oui. Et alors, récemment, alors que ça fait 7 ans que je suis en Norvège, mes collègues m'ont dit, mais Lucie, normalement... tous les 3 ans, tu reçois une lettre. Ça, c'est vrai, oui. Où on te fait un check-up pour le coup, pris en charge, j'imagine. Et moi, je n'ai jamais reçu cette lettre. Oui. Ou alors, je sais pas, on a dû la jeter par inadvertance, j'en sais rien. Mais du coup, tu confirmes que normalement, on doit recevoir une lettre. Alors, même cette lettre que tu as peut-être soi-disant jetée, normalement, elle est même électronique. Et voilà, donc, tu l'aurais pas jetée. Il y a un programme pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et normalement, tous les 3 ans ou tous les 5 ans, maintenant ça a évolué, c'est passé à 5 ans, on reçoit ce rappel en fait pour faire son test, son dépistage, qu'on peut faire soit chez un gynécologue privé ou chez son médecin traitant. Les médecins traitants le font aussi et c'est beaucoup moins cher. D'accord. Est-ce que tu sais, donc, si on n'a pas reçu la lettre, comment on peut... Je pense qu'il faut contacter son médecin traitant pour faire le premier dépistage du cancer du col de l'utérus, faire le premier frottis. Et du coup, quand on l'a fait une fois, on rentre dans ce système, du coup. On est enregistré. D'accord, ok. Ouais. Et il faut aussi savoir que les médecins traitants peuvent aussi donner des informations sur la contraception. Et ça sera du coup beaucoup moins cher que d'aller chez un gynécologue privé en ville. Et si on n'est pas trop à l'aise parce qu'on a un médecin traitant homme, par exemple? Eh ben, dans ce cas-là, il faut soit changer de médecin traitant ou soit aller dans le privé. Soit aller dans le privé. Ouais. Je serais intéressée aussi de savoir si la contraception homme, et en l'occurrence la vasectomie, est quelque chose de populaire en Norvège? Pas forcément de populaire, mais ça se fait en Norvège. Ah. D'accord. Il faut aussi en parler à son médecin traitant. Et on a un rendez-vous à l'hôpital pour en discuter du coup. Tu sais si c'est cher?
J'ai Prends pas les des tarifs infos, en là. tête, mais je pense que c'est dans les 2 ou 3, 2000 couronnes, je dirais, pour les hommes. Bon, ça Ouais. va. Parce qu'au final, quand tu te renseignes sur les différents types de contraception, quand tu dois la payer toi, Oui. c'est pas énorme. Et c'est- oui, Ouais, oui, c'est clair, hein, exactement. parce que. Et il faut savoir que les femmes de moins de 25 ans ont accès à la Health Station for Ungdom, la Health Station pour les jeunes, pour avoir des contraceptions moins chères. Moins c'est chères, bien, ça gratuites. aussi, Oui. La génial. consultation avec la sage-femme est gratuite, du moins. Ah, trop C'est bien. super. Ouais. Parce que je sais pas, en France, par exemple, ici, un stérilet, je crois que c'est 3000 couronnes, peut-être À consultation inclus, du coup. Mmh. Sinon, c'est Consultation. 1500 couronnes. Oui. 1500 couronnes. À Et peu tu près. sais, en France, je sais pas du tout. Je crois qu'on la paye aussi. On la paye mais aussi, oui, ok, oui, c'est oui. à peu près pareil. Ok, Ouais. d'accord. Je reviens sur la vasectomie, je demande Oui. pour un copain. Oui, bien sûr. Mais oui, ton ami. Pas de souci. Oui. Est-ce que ça peut être réversible ou pas? Alors, c'est compliqué de Mhm. savoir si c'est réversible, mais on Ok. peut quand même avoir un enfant par la fécondation in vitro pour un homme qui a eu une vasectomie, puisqu'il y a toujours une production du coup de spermatozoïdes. D'accord, ok. Voilà. Donc ça peut être Oui, une tu pourras te alternative. prendre une petite jeune et refaire un enfant si Voilà, c'est vrai que c'est ça. Pour Ça, ton c'est- ami, si Mais ton ami non. te demande. C'est pour- tout à fait possible. C'est oui, pour oui. agrandir la famille et faire notre accouchement au coin du feu à domicile, puisque Voilà. c'est possible. Exactement. Voilà. Ouais, Je Ok. demande, je me C'est renseigne. tout à fait possible, oui. Ok. Donc, on dira à ton ami de prendre rendez-vous chez le médecin traitant. Voilà. Ça se pourrait que ça finisse par arriver. Ouais. J'avais une question un peu plus, peut-être, différence générale entre les patients France versus les patients Ah, Norvège. Est-ce que tu as repéré peut-être des inquiétudes ou un positionnement ou des questionnements ou des réactions un peu générales différentes en Norvège, par exemple, comparé à la France, où je me dis, nous, on a l'impression que les Norvégiens sont souvent beaucoup plus pudiques, peut-être partager ses sentiments ou son état d'esprit en postpartum où ça peut être difficile. Est-ce que toi, de manière générale, tu as ressenti à ton niveau des différences? Ah oui, il y a des différences. Déjà, ils n'ont pas eu la même éducation, c'est des cultures différentes. Mais en général, je trouve que la patiente avec sa sage-femme, elle s'ouvre beaucoup. Ouais. C'est un moment, c'est une fenêtre en fait, où on peut se confier émotionnellement et sur tout ce qu'on ressent, sur son passé. Et les Norvégiens s'ouvrent assez facilement, du coup, parce qu'on sait que c'est aussi un moment C'est pour fait ça. pour ça. Ouais, C'est ça qui est ouais, ouais. intéressant. Et il y a une place pour ça. Ouais. En France, il n'y a peut-être pas assez de place pour ça, mais je pense qu'elles pourraient le faire, les patientes françaises, Ouais. si elles en avaient l'occasion. C'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être au premier abord, on dit oui, les Norvégiens ne s'ouvrent pas, mais quand la place est faite pour, Oui, ou quand on leur donne l'occasion, là après c'est bon exactement. en fait. Donc c'est ce qui est créé dans ce suivi par exemple de Ouais. grossesse avec la sage-femme. Oui, oui. Et moi aussi, j'avais un ressenti, mais j'aimerais savoir un peu, est-ce que vous avez des guidelines ou un process pour ça? J'ai eu l'impression, avec mes 2 grossesses, qu'on s'intéressait beaucoup à la maman tant qu'elle était enceinte. Ouais. Après l'accouchement, il y a ce rendez-vous, la sage-femme vient chez toi pour voir si tout va bien, en Ouais. gros. Et j'ai trouvé qu'une fois ce rendez-vous passé, pour le coup, on m'a plus jamais demandé... Tout était focalisé sur mon bébé. Et plus du ouais. tout sur moi, justement, comment j'allais et tout, alors que j'avais trouvé justement qu'on avait été très attentive à moi, pour mon premier bébé, où là, ça avait été plus compliqué, la première année et tout. J'ai pas eu l'impression que tout était focus sur elle. Ce qui était bien, mais j'ai pas eu ce sentiment que du coup on s'intéressait à moi, voir si j'allais bien, sachant qu'elle dormait pas, qu'elle mangeait pas beaucoup, qu'on me disait qu'elle prenait pas assez de poids, tout ça. Et voilà, est-ce que tu sais si... Oui, c'est vrai, mais c'est en train de changer maintenant. Ah. Oui, oui, oui. D'accord. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place pour questionner la maman sur son bien-être. Mais c'est vrai ce que tu racontes. Mais D'accord. là, depuis quelques mois, c'est en train de changer. Il y a des choses qui se mettent en place pour dépister justement la dépression du postpartum. Dans les Health Stations, ils mettent en place un questionnaire pour la maman qui viendra en visite avec son bébé, voir la Health Sister, pour avoir un petit temps pour parler un peu plus de la maman. Voilà, de c'est son ça, c'est bien-être. parce que cet accompagnement, on la rencontre aussi une fois avant la naissance, cette health sister, cette infirmière C'est vrai. orientée petite enfance, qui va ensuite nous suivre, et principalement l'enfant, comme le dit Lucie. La relation n'est plus avec la sage-femme quand c'est en Exactement, postpartum. ouais. Après la naissance, ça se fait avec cette health sister, et qui, elle, son métier, en tout cas, tu dis que c'est en train de changer, et tant mieux, mais qui était centré certainement la formation très enfant, et moins un peu entité familiale. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui nous avait un peu
surpris, mais donc c'est bien de savoir que là aussi ça évolue. Ça évolue. Ouais. Maintenant, on va plus inclure avec la famille, Ouais, la super. maman et le papa. Et maintenant, comme les papas ont des congés maternité plus longs et qui prennent plus tôt, il y a aussi quelque chose qui est axé sur le papa. Tu sais, en France aussi, Lucie avait, par le biais de ses copines ou même de connaissances générales, tout ce qui se fait autour de la rééducation du périnée, par exemple. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'ici, ça aussi, c'était un peu silence radio. Oui. On considère qu'une fois de plus, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, et donc les femmes se portent bien. Est-ce qu'il y a... Alors en France, j'ai fait cette formation de rééducation du périnée et je ne peux pas la pratiquer en Norvège parce qu'en Norvège, ça ne se fait pas. Pas proposer en cabinet ou à Helsestation de la rééducation du périnée. Donc en France, c'est presque systématique où toutes les femmes, on leur propose d'aller faire leur rééducation du périnée. En Norvège, on n'en parle pas. Alors on en parle maintenant un petit peu, mais on va juste donner une feuille d'exercices à faire à la maison ou une vidéo à regarder sur Internet, mais on ne leur donne pas de rendez-vous avec un kiné. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros manque en Norvège. Mais c'est quelque chose de très important. Et oui, parce que quelles peuvent être les complications de ne pas rééduquer justement son périnée? C'est pas, pour moi, ça ne marche pas. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il faut rééduquer son périnée parce qu'il y a des risques après, plus tard, de fuite urinaire qui peuvent arriver bien plus tard, justement. Donc, même si maintenant, on se sent bien avec son périnée après l'accouchement, il faut quand même... c'est un muscle qui a subi une grossesse et un accouchement par voie basse ou par césarienne. Le périnée a subi une grossesse, il doit se faire rééduquer de toute façon après. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le périnée? Oui, ce sont les muscles en fait en bas qui soutiennent vraiment le vagin, l'utérus et qui se contractent pour éviter d'avoir des fuites urinaires ou des fuites de gaz aussi. Donc c'est un muscle très important et pendant la grossesse, l'utérus est tellement imposant que ce muscle-là subit une forte pression, quelque chose qu'on ne ressent pas forcément en tant que femme enceinte. Et à l'accouchement, que ce soit un accouchement par césarienne ou par voie basse, ça inclut aussi que le périnée travaille beaucoup. Et du coup, il est assez affaibli après l'accouchement, comme s'il était lâche, quelque part. Comme s'il était lâche, voilà. Et ce muscle a besoin d'être rééduqué, de travailler, d'avoir des petites contractions un petit peu tous les jours, un petit peu des exercices musculaires, un peu comme on n'a peut-être pas fait de sport pendant plusieurs mois enceinte et dans son postpartum, on se sent un petit peu, les muscles un petit peu mous, on a besoin de retourner un peu à la salle de sport pour remettre ses muscles en place. C'est pareil avec le périnée. Et du coup, tu disais, oui, il te donne une feuille ou une vidéo à regarder. Mais si on veut un suivi un peu plus proche, on peut aller dans le privé? On peut aller dans le privé. Alors, si on suit bien les exercices qui sont donnés sur la feuille, ça suffit. C'est déjà bien, mais c'est pas facile, seul à la maison, de suivre ces exercices. C'est plus facile d'avoir un professionnel qui nous examine et qui nous dit quoi faire. Donc. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu peux le faire, mais tu sais pas si tu le fais très bien. Oui. Et du coup, c'est vrai que il y a des très bons kinés en ville qui peuvent suivre les patientes, mais il faut savoir où aller, il faut avoir les moyens parce que ça reste du privé. Mais c'est vrai que je conseille d'aller dans le privé pour des patientes qui vont avoir du mal à suivre toutes seules les exercices, mais quelqu'un qui est très carré et qui va se dire oui, je vais le faire et je vais m'y mettre, ça marchera très bien à le faire tout seul. Okay. Bon. Rééduquer votre périnée. Voilà. Malheureusement, il y a un peu un gap là en Norvège. Voilà. Mais il faut, et le rééduquer avant de retomber enceinte aussi. Parce que là, du coup, ça l'abîme encore plus. Ok, d'accord. Et alors, du coup, ça me fait penser aussi à une question que j'ai et qui revient aussi à pendant la grossesse. J'ai trouvé que quand tu as des petits désagréments en Norvège, on t'aide pas forcément. On te dit souvent, oui, c'est normal, vous êtes enceinte, ça ira mieux quand vous accoucherez. En tout cas, moi, c'est la réponse qu'on m'a fait. C'est pas une maladie. Ouais. Je sais pas s'ils me l'ont dit ça, mais en tout cas, à chaque fois, on me disait, oui, quand tu accoucheras, ça ira mieux. Par exemple, j'avais vraiment de violents, comment on appelle ça remontées acides, mais à en vomir, très tôt, à en vomir toute ma grossesse. Ouais. Mes copines en France, elles me disaient, mais t'as Cariban, t'as des médicaments qui peuvent t'aider à... Et quand j'en parlais ici, on m'a jamais donné de traitement contre ça. On m'a juste dit ça ira mieux quand t'accoucheras. Enfin, les pepsides, je me rappelle, il y avait un truc. Les pepsides. Mais tout ça, Ouais, mais c'était pas du... Non, et le Gaviscon. Ouais. Mais il fallait quelque chose de beaucoup plus fort, ça ne marchait pas. Ouais. Je buvais des litres de Gaviscon. J'en étais là, quoi. Est-ce que tu sais que là aussi, pourquoi cette différence Je sais pas pourquoi il y a une telle différence, mais c'est vrai que les traitements qu'on propose ici sont très légers pour les femmes enceintes. Donc, pour les symptômes qui peuvent apparaître,
Donc c'est vrai qu'on essaie a qu'elle tendance prenne. à dire ça va passer, après l'accouchement ça sera fini, il faut prendre son mal en patience. Et ça c'est vrai, c'est une réalité D'accord. que Par exemple, moi ça sera aussi, moins j'avais des médicalisé. grosses veines qui sont apparues. Ouais. Donc, sur les jambes, bon, c'est pas joli, mais c'est pas Attends, grave. mais je dis pour toutes les femmes qui ont le désir de devenir maman, il y a le pregnancy glow, hein, mais il y a aussi tout ce qu'on dit peut-être moins. Il y a le pregnancy glow, ouais. T'as des beaux cheveux, Voilà. t'as une belle peau. Ouais, Mais encore, il n'y a ça pas dépend. que. Pas que. Ouais. Mais pas que. Et donc, moi, j'avais des grosses veines qui sont apparues, Ouais. mais même entre les jambes. Et là, pour le coup, c'était très handicapant. gènes, quoi. ouais. J'avais des gènes, ouais. Mm. Et pareil, là, je sais pas si on m'a rien donné, on m'a juste dit, il faut mettre du froid, peut-être. Ouais, Ou c'est moi qui l'ai Ouais. trouvé sur Internet. Mais ouais, c'est pareil, ça aussi, c'était vos veines, ça ira mieux. Quoi. C'est ça fait partie des symptômes de grossesse qui passeront. Qui passeront. Voilà. Ouais. Faut prendre son mal en patience. Exactement. En Voilà. Norvège. Ouais. Va dans la forêt, Oui, va marcher et ouais, c'est ça. respirer, Ouais. prendre l'air frais. Et après, c'est peut-être pas ta partie, mais une fois que le bébé est là, on va aussi le suivre, on va suivre sa courbe de poids. Ouais. Pareil, là, il faut que le bébé suive des chiffres un peu pour voir son évolution, pour voir si ça évolue bien. Et s'il n'est pas dans certaines courbes, c'est là où on va commencer à regarder peut-être ce qui ne va pas. Oui, regarder l'alimentation, l'allaitement. C'est là qu'ils vont commencer un peu à questionner la maman, à savoir comment ça se passe. Ouais. Mais la différence France-Norvège, c'est qu'il n'y a pas de pédiatre ici qui suit les bébés. C'est vraiment la Helsesøster et les pédiatres de la Helsestation qu'on rencontre que 2 fois, 6 semaines et 6 mois de vie pour l'enfant. Ouais. Oui, du coup, il y a par exemple, c'est intéressant de le dire parce que je pense qu'en France, il y a tellement ce réflexe de j'en ai parlé à mon pédiatre ci, mon pédiatre ça, j'ai emmené l'enfant chez le pédiatre. Nous, il n'y a aucun lien avec le pédiatre. Non, avec la Helsesøster, oui, quand même, parce qu'on va se rencontrer souvent, surtout en début de vie, et après, ça s'espace un petit peu. Mais le pédiatre, on ne le connaît pas. Non. On va rencontrer ce médecin quand on nous dit d'y aller, mais comme tu dis, c'est peut-être 2 fois la première année, un max. Donc, il y a pas, le réflexe, c'est pas tiens, j'ai appelé mon pédiatre, ça va être le médecin généraliste une fois qu'il a 1 mois de vie, je crois. Même dès le début. Même dès le début, quand même. Aussi. Après 2 semaines, on va dire. Après voilà, 2 c'est ça. Au début, c'est vraiment c'est le pédiatre qui est encore référent. Ouais. Et après, c'est le médecin généraliste et la Helsesøster avec la station de santé. L'enfant malade, c'est médecin généraliste. Ouais. Et si pour ton le bébé suivi, est malade, c'est le médecin généraliste. Tu vas chez le médecin et généraliste. le suivi classique, c'est l'infirmière de Helsestation. Voilà. Et moi, un truc qui m'a surpris, donc je le dis pour certains, que ce soit chez le médecin généraliste ou à la Helsestation, moi j'avais le cliché, enfin qui est pas un cliché en France, quand tu vas chez le pédiatre, bon ben il te regarde les oreilles, il te fait ouvrir la bouche, il écoute ton cœur, enfin il te check de la tête aux pieds. Ouais. Et en Norvège, on regarde pas. En fait, si tu dis que tu as un problème à la gorge, bon, il va regarder la gorge, mais je veux dire, il va pas regarder ton cœur, il va pas regarder l'intérieur de tes oreilles, ton nez et tout quoi. C'est exact, ouais. Du coup, parce que moi, au départ, la première fois, je me suis dit, dis donc, ce médecin, il va pas. Ça va pas aller avec ce médecin. Il regarde rien, quoi. Mais c'est normal. C'est très perturbant au début et c'est tout à fait normal. Et toi, en tant que professionnel, ça t'a déstabilisé un peu Oui, aussi. Oui. Quand je voulais faire des choses, quand je suis arrivée dans mon service de suite de couche, on m'a dit, mais non, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi c'est trop? C'est pas nécessaire. Et pourquoi faire, en fait? Et... Avec le recul, toi, toute cette approche moins intrusive, tu en penses quoi? On se remet en question, on se dit oui, c'est vrai, c'est peut-être pas si nécessaire que ça. Je lis des choses, je me renseigne et on se rend compte qu'on peut faire les choses autrement. T'as eu des enfants? Oui. Et qu'est-ce que ça a changé aussi avec ton rapport à ton métier, d'avoir ça a toi-même changé vécu beaucoup de choses. De choses. On n'est plus la même sage-femme avant et après. Donc, déjà enceinte. Quand j'étais enceinte, je travaillais pas encore en Helsestation, j'étais que dans ce Barchel, donc j'avais pas cet aspect suivi de grossesse en Norvège. Et puis j'étais depuis très peu de temps en Norvège. Et donc là, il y a plein de choses qui nous tombent dessus, que le suivi est assez pas très médicalisé. Donc là, on apprend pas mal de choses en tant que patiente sage-femme. Ça t'a inquiété, toi, du coup? Un petit peu, avec le premier enfant, pas avec le deuxième, non, mais avec le premier enfant, oui, un petit peu. Et puis, quand j'allais en France voir ma famille, j'avais été voir une sage-femme française en France. Et puis, elle me dit, ah bon, t'as pas eu ça en Norvège? Et là, je commence à me dire, mince, est-ce que c'est normal ce suivi en Norvège? Et on se rend compte qu'en fait, tout va bien. Et j'ai eu une super sage-femme quand j'étais enceinte qui m'a beaucoup rassurée, qui était très ouverte. Et ça m'a fait beaucoup évoluer, à la fois comme patiente et comme sage-femme. Est-ce que c'est différent une
du coup, ça me fait me demander une sage-femme qui se fait suivre par une autre sage-femme. Toi, comme tu dis, ça a été au final aussi un enseignement, un peu une Mais j'avais passation. besoin d'une sage-femme que je ne connaissais pas personnellement. J'avais besoin d'être considérée comme une patiente. Vraiment, ok. Voilà, et pas comme une collègue enceinte. J'avais mes propres peurs, j'avais besoin d'être intime avec une personne que je ne connais pas. Et du coup, je pense que je savais trop de choses en fait. Et j'ai eu beaucoup d'inquiétudes pendant ma grossesse. J'avais eu peur à chaque étape qu'il se passe les choses que je connaissais trop en fait. Ça. Nous, on a une amie infirmière qui est un peu aussi, je pense que souvent dans le corps médical, vous connaissez beaucoup de choses et que ça peut générer un peu pas pour le deuxième, parce que comme j'ai vu que j'avais pas eu tout ce dont j'avais peur pour le premier, pour le deuxième, j'ai pas eu peur. Mais c'est vrai que pour le premier, on se dit, mais je peux avoir ça à telle étape, je peux avoir ça à telle étape. Mais c'est peut-être pas plus mal de pas savoir tout ce qui pourrait arriver. Avant de bientôt clôturer notre échange, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a motivé en fait à changer de ce métier d'accompagnement vraiment proche du post-naissance à l'activité que tu exerces aujourd'hui? Alors j'ai toujours voulu être sage-femme échographiste depuis que je suis jeune diplômée. Et du coup, ce projet avait été mis entre parenthèses avec notre départ en Norvège. Et après, je savais que c'était quelque chose d'assez inaccessible en arrivant, puisqu'il fallait un niveau de norvégien assez poussé. Et après, j'ai eu mes enfants. Et après la naissance de ma deuxième, je me suis dit, mais je peux remettre du coup ce projet à jour. Et donc, j'ai repris des cours de norvégien pour me mettre à jour au niveau B2. Et du coup, c'était vraiment mon souhait depuis toujours d'être sage-femme échographiste. Trop bien que j'ai réalisé ce projet en Norvège. Moi, t'es balèze, quoi. C'est ça le mot qui me vient, quoi. T'es balèze. Mais après, t'hésites pas à reprendre après tes enfants, aller à fond dans le norvégien. On a un projet dans la vie, il faut tenir tête à comme ses quoi, projets. Si on est motivé, des fois, ça prend du temps. C'est ça va. Mais il faut tenir tête à ses envies. Ah, punaise. Et après, du coup, je suis aussi en Health Station en parallèle parce que ce métier d'échographiste, on peut pas le faire à 100%. C'est assez répétitif. D'accord. Et du coup, je pouvais combiner ce poste avec l'hôpital, mais je fais le choix à l'âge que j'ai maintenant d'arrêter de faire des nuits et de faire des changements d'horaire. Du coup, je suis en Health Station en parallèle et je travaille uniquement comme ça du lundi au vendredi en horaire plus régulier. Ça, c'est très, très, très récent. D'accord. D'activité. C'est quelques mois. Trouvé un équilibre, ton épanouissement. Exactement. Et quand Lucie est venue te voir en consultation privée, là, du coup, c'est une partie libérale de ton métier? Une partie libérale, mais qui est très minime. D'accord. Que je fais surtout pour varier la partie échographie, puisqu'à l'hôpital, il n'y a que 2 échographies, donc celle du 3e mois et du 4e mois et demi, 5 mois. Dans le privé, je fais de tout. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que je vais voir des petits embryons de 6 semaines jusqu'à des bébés presque à terme. Et c'est plus pour avoir une variété dans ma pratique. Donc là, tu couvres vraiment... Heureusement que je ne la connaissais pas, sinon toi, tu m'aurais dit « non, ça coûte trop cher !» la tirelire. Ouais, c'est ça. Moi, j'y serais allée tout le temps. Et est-ce qu'il y a des formations pour remettre à jour le savoir des sages-femmes que vous devez faire de temps en temps Alors, il y a tout le temps des formations. On ne peut pas toutes les faire, malheureusement. L'hôpital n'a pas le budget, malheureusement, pour nous mettre en formation tout le temps. Mais il y a plein de choses qui existent pour se remettre à jour, des séminaires, c'est des continu cours. Quand même. Oui, mais on n'a pas vraiment beaucoup accès à ça. Quels seraient tes conseils pour un jeune couple qui peut-être juste débarque en Norvège, n'ont pas encore les repères et s'apprête à devenir parent ou à tomber enceinte? De contacter la Health Station déjà, en premier, la sage-femme. Qui va, une fois qu'on a mis un pied là-dedans, on est un peu guidé jusqu'au bout. Et pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier de sage-femme en Norvège, quel conseil Alors, ça dépend. Se lancer dans le métier de sage-femme quand on est à l'école, une jeune adolescente en études, ou alors un adulte qui veut se reconvertir. En tout cas, en Norvège, il faut d'abord faire l'école d'infirmière. D'accord. Il n'y a pas le choix. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, Et les études de sage-femme viennent après. Et pour une sage-femme qui exerce déjà dans un autre pays et qui viendrait ici, ça serait peut-être la langue? Alors la langue, apprendre le norvégien. Prioriser le norvégien sur l'anglais. Moi, j'ai fait, on va pas dire la bêtise, mais j'ai appris les deux un peu en même temps au début. Ça a fait que j'ai mis plus de temps pour le norvégien. Mais au moins, je maîtrise l'anglais, mais le norvégien reste le plus important. Donc focus norvégien. Dans la santé, le norvégien est nécessaire. Est nécessaire. Au moins pour débuter, il faut un certain niveau. Exactement.
Et du coup, dernière question, moins professionnelle, mais plus peut-être orientée sur toi. Qu'est-ce que tu dirais à la Amandine qui débarquait il y a 12 ans, du coup, maintenant, en Norvège? Ne lâche rien, quoi. Ouais. Parce que j'ai eu quand même, là, je vous en parle, tout s'est bien passé, mais il y a eu beaucoup de bas aussi. Ouais. C'était des montagnes russes de haut et de bas. Ouais. Non, mais c'est bien de le dire. Il y a eu beaucoup de moments difficiles. J'ai trouvé ce boulot à l'hôpital, mais avant de trouver ce boulot à l'hôpital, j'avais aussi postulé à d'autres endroits où j'ai été refusée. Donc, je lui dirais, ne lâche pas. C'était pas tout rose. Ouais. Ouais, voilà. Et il y a un happy end. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu te verrais repartir en France et exercer en France ou... Je me verrais pas exercer en France. Alors, les différences France-Norvège font que des fois, on aimerait être en France, comme tous les Français, hein, l'alimentation, le climat. Mais la vie en Norvège, elle vaut le coup, en fait. Ouais. Non seulement pour la vie qu'on a ici, l'accès à la nature, et pour le côté professionnel, la vie de famille. Ok, écoute, on te souhaite plein d'épanouissement, plein de réussite, plein de bonheur dans maintenant l'équilibre que tu as trouvé. Ouais, c'est ça, qui est encore récent. Maintenant, tu as encore passé une nouvelle étape. Mais que tu as été chercher et que tu n'as pas lâché. Donc, c'est hyper inspirant, je trouve. Et j'espère que ça pourra encourager peut-être certaines personnes qui voudraient se lancer sur ce chemin. Exactement. Et puis, c'est aussi une mine de conseils pour les femmes et les couples qui se lancent dans cette aventure. Ouais, merci beaucoup, Amandine, parce que ça nous a permis, nous aussi, de refaire le point sur notre propre expérience vécue ici de grossesse, d'accouchement, de postpartum en Norvège. Et aussi de parler de certaines idées reçues. Est-ce qu'elles sont vraies, pas vraies? Donc, c'était vraiment enrichissant. Et ce qui est parfois difficile, comme on a quand même un gros repère français de base, ce qui est normal, de toujours faire cette comparaison et de savoir un peu ce qui est vrai ou pas, et de remettre de l'ordre dans tout ça. Je pense que ça va servir à beaucoup de personnes. Et puis Alban, oublie pas d'appeler ton copain pour la vasectomie. Oui, je vais lui parler de la vasectomie, c'est vrai, je vais pas manquer. Merci à vous, c'était un plaisir de parler de mon métier de sage-femme en Norvège. Super, merci. Trop bien, merci Amandine. Et puis on vous dit à très bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube, ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.